quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. De retour en direct sur LN Radio, et oui, on a un peu de retard, il est 14h, les politiques ça parle, hein, ça parle beaucoup. On est de retour avec eh bien, un responsable, c'est Guy Dallier, responsable régional pour la Lorraine du syndicat de police unité SGP Police FO, c'est bien ça. Lorraine, également Alsace. Et Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, d'accord. Bientôt justement le rassemblement, donc ça sera commun. On a également Baptiste qui était avec nous, qui nous posera également des questions sur donc, le sujet qu'on va développer, bien évidemment, vous l'aurez compris, suite au clip qu'on a passé juste après le générique, c'est ce qui s'est passé, les événements autour de Charlie Hebdo. Et vous qui êtes justement en Lorraine, première question tout d'abord, justement, est-ce que le fait d'être limitrophe avec des frontières comme par exemple la Belgique, avec on sait les interpellations qu'il y a eu, l'Allemagne, les Pays-Bas également, nous rend plus vulnérables face à la menace terroriste? C'est une évidence, les frontières, l'espace Schengen, la liberté de circulation fait que la délinquance elle a évolué, c'est plus un problème franco-français, on est effectivement sur des réseaux qui dépassent les frontières. Donc plus vulnérable, c'est une évidence. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre en commun avec l'Union Européenne, etc., créer vraiment une véritable... être conjoint, avoir des fichiers? Est-ce que ça existe déjà, je suppose? Oui, ça existe déjà. Il faut effectivement développer le partenariat, l'échange d'informations, tout pays et toute direction et tout renseignement au sujet notamment des actes terroristes. Mais on peut dire la même chose de la délinquance, de la grande délinquance en général, mais le terrorisme en particulier. Absolument, absolument. Et il est développé à quel point cet échange d'informations entre les polices? Il y a des fichiers qui sont communs, qui font des regroupements, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est recensée comme potentiellement dangereuse, quel que soit le domaine, naturellement que le relationnel fait que les informations sont partagées avec les différents services de police des différents pays. Donc on ne peut pas, si jamais on est un criminel, circuler complètement librement entre les pays? Circuler, on sera toujours surveillé. La liberté de circulation, ça fait partie des libertés pour lesquelles les Français sont rassemblés dans la rue. Donc naturellement qu'on ne peut pas agir en l'état actuel des choses sur la liberté de circulation des délinquants, quels qu'ils soient. Pour autant, ça permet d'être avisé de la potentialité, la dangerosité potentielle des individus. D'accord. Donc on ne peut pas, on sait qu'ils sont potentiellement dangereux, mais en fonction, parce qu'il y a des libertés, justement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas les interpeller parce qu'il n'y a pas eu forcément encore d'actes. Ils ont pas... C'est la difficulté de la législation française. C'est ça, justement, c'est l'éthique, en fait. C'est l'éthique, et puis c'est le code de procédure pénale qui veut ça en France, où, naturellement, pour pouvoir interpeller, il n'y a pas d'interpellation préventive. Il faut qu'il y ait un commencement d'exécution, c'est-à-dire que le fait de préparer quelque chose n'est qu'une déclaration d'intention au regard des textes. Donc il faut réellement suivre, surveiller les individus jusqu'à ce qu'on ait la certitude qu'ils vont passer à l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpeller, on ne peut pas condamner une personne pour, par exemple, des paroles. On l'a vu, c'est en ce moment, il n'y a pas très longtemps sur Twitter, il y a eu des hashtags en faveur justement des terroristes. On ne peut pas, là, quelqu'un, voilà, on arrive à cibler avec l'adresse IP, les personnes qui ont fait cette apologie du terrorisme, on ne peut pas les interpeller sous prétexte qu'ils ont fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Si, on peut interpeller ces personnes-là, puisque l'apologie du terrorisme, tout comme... c'est un délit, tout à fait, et donc qui subit des poursuites, donc interpellation, enquête et sanctions, ce qui est naturel. Mais là, on est dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire que l'apologie du terrorisme n'est pas à mettre en comparaison avec le terrorisme en lui-même. Donc, ils sont de choses totalement différentes. Mais naturellement, qu'on n'a pas le droit, la liberté de parole et d'opinion se limite ou est cantonnée par la loi. On ne peut pas aller au-delà de la loi. Et l'apologie du terrorisme n'est pas tolérée en France, et heureusement. D'accord. Alors justement, puisque vous vous occupez justement de tout ce qui se passe au niveau Lorraine, Champagne-Ardenne,
il y a eu des, bon, c'est des rumeurs, c'est pas officiel, mais on parlait, alors je sais plus où on a vu ça doit être sur Facebook, certains parlaient d'une cellule djihadiste carrément basée dans les Ardennes. Est-ce que tout ça c'est des fantaisies, ou est-ce que effectivement dans nos coins à nous, en Lorraine, dans les Ardennes, on peut avoir ce genre de une réelle menace. On l'a vu à Reims. Hein, donc, tout à fait. Est-ce qu'on on peut craindre Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, personne n'est à l'abri de ce qu'a connu Charlie Hebdo, ce qu'a connu la boucherie le Cachère à Paris. Effectivement, on voit bien que, alors, d'une cellule djihadiste dans la région, vous comprendrez bien que je peux ni infirmer ni confirmer une telle information, donc, mais il est tout à fait plausible qu'on ait réparti sur le territoire des personnes participant ou partageant activement les idées de djihadistes. D'accord. Alors le but du terrorisme, c'est justement de susciter la peur. Est-ce que la France doit se méfier et être plus vigilant depuis les attentats à Charlie Hebdo? Pensez-vous qu'il y aura d'autres menaces comme celle-là, et même de plus grande envergure? Alors ce que je pense à titre personnel est de peu d'importance, mais par contre le constat est là. C'est-à-dire c'est arrivé. À partir du moment où c'est arrivé une fois, ça peut se reproduire. Donc automatiquement, est-ce que la France doit craindre déjà, la peur n'évite pas le danger, donc il ne faut pas sombrer dans une paranoïa qui serait forcément ridicule, mais le problème est réel, donc il ne faut pas être ni angélique ni naïf. Il faut impérativement avoir les moyens de cadrer ce genre d'individus pour pouvoir prévoir et prévenir ce passage à l'acte. Mais c'est une réalité aujourd'hui que il n'y a pas un endroit sur le territoire national ni international où de tels actes terroristes ne pourraient pas se produire. Mais est-ce que les médias ne participent pas un peu à cette tension de peur en extrapolant peut-être des faits? Est-ce qu'il n'y a pas des débordements au niveau des médias? Alors, on ne peut pas parler de débordement, la liberté d'information donc, fait partie aussi des libertés. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que dans l'affaire des terroristes, notamment les frères Kouafi, on peut... malheureusement remarquer que ça aurait pu mettre en péril, c'est-à-dire que les déclarations de certains journalistes auraient pu mettre en péril l'intégrité physique des policiers intervenants, mais également l'intégrité des otages qui étaient retenus. Puisque c'est vrai qu'on a du mal à concevoir, nous, policiers, qu'on puisse en temps réel indiquer le positionnement des forces, des tireurs d'élite, l'état des négociations. C'est vrai que cette information-là, ça peut être préjudiciable à l'enquête. Il y a un journaliste qui a discuté, qui a eu au téléphone le terroriste, ils ont retransmis même le discours. Je comprends que la volonté d'avoir un scoop, parce que c'est quand même assez... c'est du jamais vu, avoir un terroriste en pleine action, c'est pareil, après il y va de la responsabilité, je ne suis pas là pour juger. Ça peut... Pour moi, ça s'apparente à une attitude un peu irresponsable, puisqu'on a quand même un individu qui est acculé, qui est aux abois, qui menace de s'en prendre aux otages, ou du moins, en l'occurrence, il ne savait pas qu'il y avait un otage sur place, mais je pense à la boucherie Cachère. C'est quand même surprenant, dangereux et irresponsable que de donner des éléments dont pourraient disposer en pleine action les terroristes. Alors le Premier ministre Manuel Valls a déclaré « Nous sommes en guerre contre le terrorisme ». Comment est-ce qu'on lutte contre une guerre aussi opaque que le terrorisme? Alors, tout à fait, c'est tellement opaque que les moyens dont on doit disposer doivent être non seulement modernes, mais en conséquence. Donc il faut savoir que la législation française, pour ces individus-là, le seul moyen de contrer ce type d'attentat, c'est de les surveiller. Donc c'est la surveillance, c'est le renseignement. Donc on a constaté en l'espace de 6 ans qu'on a perdu 13 000 fonctionnaires dans la police nationale. La surveillance constante d'un individu terroriste en l'occurrence, mais ça peut être dans d'autres domaines, nécessite la mobilisation de 20 fonctionnaires pour un individu qui ne serait pas sur ses gardes, jusqu'à 30 pour quelqu'un qui se sait pister et qui va prendre toutes les précautions d'usage pour ne pas être repéré. Donc on comprend bien que mathématiquement parlant, on parle de 2000 à 3000 individus potentiellement capables de passer à l'acte en France. On n'a pas l'équivalent en fonctionnaire pour assurer une surveillance constante. Donc c'est vraiment le renseignement, éventuellement une modification de la législation, donc avec des droits pour les enquêteurs un peu plus ouverts, qui nous permettent de pouvoir canaliser. Mais c'est vrai que on l'a vu, les dernières lois qui ont été votées en la matière n'autorisent plus les écoutes comme de manière systématique ou à usage facilité, tout comme la pose de mouchards. C'est-à-dire que là, effectivement, je pense qu'il va falloir revenir sur la législation en la matière. D'ailleurs, il y a eu un sondage, les Français sont pour ce type d'écoute, pour bénéficier justement à
à la surveillance des éventuels, des potentiels terroristes. Mais tant mieux. Si sur ce sujet-là on évolue en France, je pense que c'est incontournable. C'est-à-dire que effectivement, ça peut paraître bizarre de dire qu'il faudrait limiter le droit ou les droits à ce type d'individus dans un pays où justement on défend les droits pour tous. Mais en l'occurrence, c'est vraiment le seul moyen. Vous l'avez dit, c'est effectivement ces attentats-là représentent un acte de guerre en tant que tel. C'est une délinquance, et le mot est faible, contre laquelle on a du mal à lutter. Donc il faut vraiment des moyens exceptionnels par rapport à cette situation exceptionnelle qui nous est arrivée et qui peut nous arriver encore demain. Alors, une des réponses du gouvernement serait notamment de déchoir la nationalité française à toute personne qui s'aviserait de se rendre en Syrie. Est-ce que c'est une bonne ou une solution envisageable, en tout cas pour... Est-ce que ça semble un peu extrême ? Ça dépasse le cadre de mes prérogatives. Je veux dire, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je pense que ça mérite un débat parlementaire, un débat sérieux. Et voilà, en tant que citoyen, j'ai mon avis. En tant que policier, je vous dis, ça c'est le législateur qui décidera. Moi, je ne peux vous parler que des moyens qu'on doit donner à la police pour effectuer leur mission. Maintenant, c'est un sujet dont on doit débattre. Alors, est-il envisageable de déceler justement les individus, et comment justement, avant qu'ils se radicalisent et avant surtout qu'il soit trop tard et qu'ils en viennent à... C'est toujours c'est la complexité du sujet, puisque si on avait une recette imparable pour savoir qui va passer à l'acte, que ce soit en matière de terrorisme, mais on parle souvent de déséquilibré, quel que soit l'acte qu'ils commettent, on serait preneur. Il n'existe pas de règles qui nous permettent à coup sûr de déceler. Donc c'est vraiment une observation du comportement, de l'évolution du comportement, donc essentiellement du renseignement. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, c'est-à-dire que bien souvent les proches constatent une évolution dans la pratique de la religion, donc la radicalisation, mais ne s'en émeuvent pas outre mesure, ou du moins ne le font pas savoir. Donc vous savez que c'est un type de délinquant de la police, c'est un service qui va être en réaction, pas en action, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à la criminalité qui, elle, évolue constamment, et on voit bien que pour les terroristes, la manière de déceler l'imminence du passage à l'acte n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un islamiste radical, on le repérait parce qu'il revêtait la tenue traditionnelle, ou bien il se laissait pousser la barbe. C'est fini tout ça. L'islamiste radical vit dans la société et passe inaperçu et essaie d'avoir une vie normale. Donc c'est vraiment les proches qui permettraient de nous donner des éléments. Mais bon, ça c'est difficile. J'imagine que ça marche principalement sur la dénonciation des proches. On dénonce quelqu'un qui est susceptible de devenir djihadiste à la police. La dénonciation, donc c'est ce qu'on appelle chez nous les signalements. On en reçoit énormément. Des signalements avérés, non avérés, plausibles, probables ou pas. On en reçoit énormément. C'est à chaque signalement reçu, il faut impérativement une réponse, donc une enquête, et il faut fermer toutes les portes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un signalement, même s'il nous paraît anodin ou du moins non fondé, il faut vérifier. Donc c'est cette multiplication. On parle de 3000 individus, et potentiellement, on sait qu'il y en avait 2000 l'année dernière, donc on peut, sur l'année précédente. Donc en 2014, on a eu près d'1 millier de personnes qui se sont radicalisées sur le territoire. Estimé ou avéré ? C'est toujours une estimation. C'est toujours une estimation. C'est toujours une estimation, on peut pas... Un peu plus, comme... Il peut y en avoir un peu plus, il peut y en avoir un peu moins sur ceux qui sont capables de passer à l'acte, mais grosso modo, on estime à 3000 les individus qui potentiellement partagent les idées de l'islam radical. Alors justement, on parle souvent des prisons. C'est là où c'est un petit peu le centre de la radicalisation. Est-ce qu'il va y avoir des mesures en conséquence avec... J'ai cru comprendre que dans les 750 millions de budget qui vont être attribués à la lutte contre le terrorisme, certaines sont dirigées pour les services de police, d'autres pour la justice, et naturellement que le milieu carcéral n'échappera pas à cette nécessité de rénovation. On a un système carcéral aujourd'hui qui n'est plus adapté à ce type de délinquance. On s'aperçoit qu'en prison, on a bien souvent des imams autoproclamés, donc, et qui prêchent donc, pour l'islam radical. On s'aperçoit que c'est un terreau en termes de recrutement. Et donc il faut vraiment penser, à modifier l'aspect carcéral et les modalités de prise en charge de ce type d'individus au sein des prisons françaises. Alors il y a de plus en plus de personnes qui se radicalisent. Pourquoi, à votre avis Alors là, c'est pas moi qu'il faut poser la question, j'en ai aucune idée. Une absence de repères, de se raccrocher à la religion, je ne sais pas. C'est ce fait-là, justement, qu'il est de plus en plus difficile à déceler les personnes qui se radicalisent. Tout à fait, c'est pourquoi ça peut être n'importe qui.
Ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé que des actions allaient être menées au niveau carcéral avec la nomination, je crois, de 60 aumôniers de confession musulmane et aussi des mesures qui vont être prises dans le milieu éducatif, puisque c'est vraiment l'échange d'informations, le partenariat entre les différents organismes et les différents acteurs qui pourront permettre de repérer des personnels ou des personnes qui pourraient éventuellement se radicaliser. D'accord. Et également, alors un point également, c'est le Premier ministre encore qui l'a annoncé hier, c'est le ministère de l'Intérieur qui va financer également des gilets pare-balles pour les policiers municipaux, parce que là encore, c'est là où a lieu, je dirais, c'est en plein cœur, c'est dans la municipalité, voilà. Disons qu'on a constaté que l'attentat et les terroristes ne font pas le distinguo entre les différentes forces de sécurité en France. Voilà. On a constaté qu'on a 2 policiers nationaux qui ont été lâchement assassinés et une policière municipale également, donc qui elle n'était pas armée. Donc on s'aperçoit qu'on a pour le délinquant en général, l'uniforme bleu correspond à la même idée de représentation de l'État. Voilà. Donc il faut, je pense, sachant que c'est du pouvoir des maires et de la discrétion des maires d'accepter ou pas d'armer leur police municipale. Donc on a certaines communes qui le font, d'autres qui estiment que ce n'est pas nécessaire, mais on s'aperçoit au quotidien que si la population en général est incapable de distinguer le policier national du municipal, soit on change les uniformes, soit on leur donne les moyens de se défendre. Mais c'est vrai que c'est complexe et je comprends l'inquiétude au sein de la police municipale. On est inquiet aussi dans la police nationale, mais leur inquiétude de devoir faire face à des déséquilibrés sans avoir les moyens de s'opposer. D'accord. Alors Baptiste, si tu souhaitais rajouter... Oui, je voulais savoir quels étaient les moyens concrets et actuels de la police en termes de formation, en termes d'équipement, pour pouvoir contrer les menaces. Est-ce qu'il y a justement assez en termes de moyens humains et financiers pour lutter ? Alors les moyens avec l'évolution de la technologie, les coûts augmentent. Les coûts augmentent. Donc la police n'a malheureusement pas échappé à la RGPP, donc la réduction générale des politiques publiques et la recherche d'économies. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a perdu 13 000 emplois de policiers sur les 8 dernières années. C'est énorme, et aujourd'hui donc on nous parle d'un recrutement de 1400 policiers en direction. Donc est-ce que c'est suffisant ? 10%, ouais. J'aurais tendance à dire que ça va dans le bon sens. Toutes les annonces qui ont été faites vont dans le bon sens. On nous parle d'un recrutement sur 3 ans. Est-ce que c'est la mise en place et l'effet positif dans les services sera frappante rapidement ? J'en ai pas l'impression. Au niveau des moyens, les policiers aujourd'hui ont des moyens qui vieillissent, tout simplement, que ce soit l'équipement, les armes. Les policiers ont une arme individuelle, donc 9 mm, et de l'armement collectif, donc pistolets mitrailleurs, fusils à pompe ou autres, mais qui sont en dotation. Donc la question, c'est est-ce qu'il y en a suffisamment ? Est-ce que suffisamment de policiers sont formés à les porter ? Puisque la grande difficulté au sein de la police nationale, c'est que vous n'avez pas qu'une police, vous avez une multitude de polices. Police du renseignement, police aux frontières, police générale, etc. Et donc tout le monde, et on le voit bien, les policiers qui ont été assassinés dans l'attentat de Charlie Hebdo ne sont pas des policiers spécialisés. Ce ne sont pas, donc on a un équipement qui est vieillissant au niveau des pare-balles, qui sont inconfortables, qui ne sont pas suffisamment efficaces. Donc les moyens, il y en faut. On n'a pas suffisamment de moyens. Puis je vous dis, la difficulté d'un budget qui est chaque année réduit, ou du moins qui est maintenu. Mais bon, les charges courantes augmentent d'année en année. C'est vrai qu'on l'avait dit, je l'ai dit et mon syndicat le dit, une fois qu'on a plus de viande, et c'est le cas dans la police, on s'attaque à l'os. Et là, on était vraiment arrivé à l'os. Il est temps de nous redonner un petit peu une bouffée d'oxygène pour qu'on puisse travailler. D'accord. Alors, une dernière question, justement, est-ce que en général, est-ce que la France peut se sentir en sécurité face au terrorisme ? Face au terrorisme, je vous l'ai dit, personne ne peut se sentir en sécurité, mais la France peut se réjouir d'avoir une police nationale républicaine qui a le sens de la République et qui se met à disposition des Français pour apporter la meilleure sécurité qui soit. Donc je ne suis pas inquiet d'être français, je ne suis pas inquiet de circuler en France. D'ailleurs, les Français ont remercié en applaudissant. Tout à fait.
Ça, c'est particulièrement émouvant et c'est vrai que ça nous a fait du bien, puisque jusqu'à présent, le policier était un peu celui qui est derrière le radar sur le bord de la route, et on s'aperçoit que le policier, dans sa fonction première, non seulement on en a besoin, mais c'est même incontournable si on veut préserver la République et les fondements de la démocratie. Donc on est vraiment les derniers garants de l'application de la liberté en France. Donc oui, en France, la police met tout ce qu'elle peut, tous les moyens qu'elle a, à disposition de la sécurité de la population. Et encore faut-il qu'on ait les moyens à mettre, c'est pour ça qu'on réclame des moyens pour pouvoir le faire. Mais on a la sécurité maximum en France. Et puis surtout, il faut surtout appeler les Français à ne pas craindre justement c'est le but du terrorisme. Il ne faut pas entrer dans leur jeu et avoir peur. Voilà, on l'a vu à la marche républicaine, il y avait un nombre conséquent, historique de personnes. Oui. Il faut pas relativiser. Il faut raison garder. Il faut être vigilant naturellement, je vous dis, il ne faut pas être ni angélique ni naïf, donc le risque existe, mais effectivement il ne faut pas sombrer dans la psychose et dans la paranoïa, c'est-à-dire que tous les moyens vont être mis en œuvre pour pister, cerner, encadrer et suivre les individus dangereux, mais voilà, donc la vie continue et fort heureusement, et qu'elle continue le plus longtemps possible. D'accord. Alors on va revenir là sur un autre sujet, ça dépendra plus de notre côté, le côté local de Verdun et de Verdunois. Alors le commissariat justement de Verdun qui devait être transféré, il y a eu un commissariat mobile en tous les cas dans la cour de la sous-préfecture à Verdun. Est-ce que vous avez davantage d'informations justement à nous faire parvenir ? Oui, une précision, donc c'est pas un commissariat mobile, ce sont les Algeco qui permettent aux fonctionnaires du commissariat de Verdun de pouvoir travailler le temps qu'on rénove, qu'on renforce la structure actuelle, puisque effectivement on a un commissariat à Verdun, on dit d'elle, c'est l'Arlésienne, puisque on en parle depuis des années, on l'a jamais vu arriver, et donc il était arrivé d'un point de vue structurel dans un état lamentable, où les risques, il était très vétuste, il est inadapté, mais ça il le reste, donc il a fallu en urgence débloquer des fonds pour renforcer l'existant en attente d'un projet beaucoup plus sérieux. Donc c'est vrai que jusqu'à présent on avait des difficultés à faire entendre nos vœux, notre volonté. Aujourd'hui, il y a quelques propositions qui sont faites. Tout le monde est au courant éventuellement du projet de la caserne Miribel, d'une partie de la caserne Miribel. D'autres pistes sont étudiées également. Une inscription au plan de financement du ministère de l'Intérieur pour un bâtiment neuf dans les années qui viennent. Mais bon, c'est un coût phénoménal. Mais là, donc les fonctionnaires de police devraient réintégrer, ceux qui sont dans la cour de la préfecture, de la sous-préfecture, devraient intégrer rapidement, du moins dans les semaines ou les mois qui viennent, le bâtiment actuel, mais qui en tout état de cause reste totalement en dessous des normes et d'accueil du public et de conditions de décence pour le travail pour les fonctionnaires, pour les publics et même pour les personnes qui sont interpellées, qui sont amenées à y être. Donc on est vigilant et on est derrière le projet, quel qu'il soit, c'est une évidence qu'il faut qu'on change de bâtiment. On ne pourra pas rester encore de nombreuses années dans ce commissariat-là. D'accord. Eh bien, très bien, une petite dernière question, juste comme vous êtes vous savez un petit peu tout ce qui se passe autour de la Lorraine, est-ce qu'il y a plus de faits divers ces derniers temps en Lorraine qu'auparavant, ou on reste dans la norme, si je peux dire? Les actes, la délinquance augmente, la conjoncture économique fait qu'on a je sais que les chiffres augmentent légèrement, mais partout sur le territoire. On a effectivement une vigilance accrue sur les cambriolages qui sont en explosion, en pleine expansion et de manière assez sérieuse. Mais non, la délinquance en Lorraine n'est pas pire qu'ailleurs, ni moins bonne, mais malheureusement elle est présente, donc dans tous les domaines. Mais on a d'une manière générale un petit peu d'augmentation sur les violences sans motif particulier, donc contre les personnes, et les cambriolages qui explosent. Donc mais c'est conjoncturel, la crise économique a toujours favorisé la petite délinquance. D'accord. Eh ben merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. Tu avais peut-être une petite dernière question? Non, ce sera tout pour moi. Eh ben très bien. En tout cas merci beaucoup. Ben rien. Et on pourra écouter donc cette émission en podcast sur lnradio.tv. Merci et merci. Bonne continuation en tout cas. Merci bien. Au plaisir. Dans votre domaine.